Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission spéciale confinement, toujours pour grand écran. Comme vous avez pu voir sur les dernières, on avait pris des thèmes assez spécifiques, des genres plutôt. Mais cette fois-ci, comme thème, j'ai décidé de prendre le nanar. Le terme nanar est employé par certains cinéphiles pour désigner des films tellement mauvais qu'on en tire un certain plaisir, plus ou moins coupable, rien qu'en les regardant. Le terme s'est semble-t-il propagé dans les années 50, à partir des cinémas de quartier latin. La dimension drôle, car mauvais, s'est ensuite progressivement greffée à ce terme. Une distinction s'est vraiment établie par rapport à l'expression navet, qui tend à désigner vraiment une œuvre totalement ennuyeuse. Bref, je vais vous parler de films involontairement drôles, car ils sont tellement mauvais. Mauvais, mais qui restent totalement sympathiques. C'est ça la nuance aussi qu'il faut retenir à travers le nanar. Le réalisateur Frank Henenlotter disait lui-même d'ailleurs pour le nanar, pour le qualifier, je ne dirais pas que c'est un bon film, je ne dirais pas que c'est un mauvais film, je dirais mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et je trouve que cette phrase va formidablement bien avec le nanar. Alors une liste cette fois-ci de 5 films totalement subjective, démontrant que le nanar se retrouve à travers tous les horizons cinématographiques. Alors en premier, j'ai pris donc King Kong contre Godzilla, donc de Inoshiro Honda, le film de 1962. Cela me permet donc de parler du Kaiju Eiga. Qu'est-ce que le Kaiju Eiga? Donc c'est littéralement le film de monstres japonais, instauré dès le premier Godzilla, donc réalisé par Honda également. Au fur et à mesure, ça va vraiment tomber en termes qualitatifs. King Kong contre Godzilla, c'est le 3e film de la franchise Godzilla japonaise. Je ne prends pas en compte la version américaine remontée du premier film. Et on voit donc déjà que ça tend vers le ridicule. Il faut revenir sur le scénario qui est d'une naïveté incroyable, avec des personnages totalement décousus. Donc ça parle d'un espèce de PDG japonais qui se dit « Tiens, Godzilla, ça pourrait être une bonne publicité. » Et ça, c'est vraiment dans le film. Mais du coup, impossible de contrôler Godzilla, qui est en train de détruire la moitié du Japon. Il décide donc de prendre une équipe de mercenaires et d'aller chercher un autre monstre. Direction Skull Island, il découvre King Kong, il le ramène où? Au Japon. Et forcément, King Kong se libère. Il est capturé par l'armée, et l'armée se dit « Tiens, peut-être qu'on a notre arme contre Godzilla. » Et s'ensuit peut-être ce passage, pourquoi j'ai pris ce film. Le costume de King Kong, il est absolument ridicule. Et surtout, le combat contre Godzilla, on est vraiment dans du pur film de bac à sable. En deuxième, j'ai pris cette fois-ci Ultime Combat de David Prior, sorti en 1987. Deadly Prey, c'est son nom originel, et c'est ce que l'on peut appeler un sous-Rambo. Suite au succès du deuxième Rambo, où donc Rambo sauve les soldats au Vietnam, regagne la guerre, etc., etc. Donc ça redonne un espèce de côté hyper jouissif, hyper patriotique, et aussi surtout très violent en fait, manière décomplexée sur le film d'action. La recette d'un sous-Rambo, c'est quoi? Donc un acteur baraqué, une histoire de commando d'élite, des figurants à la douzaine qui vont être massacrés. Alors il y a plein d'exemples, il y a notamment Strike Commando de Bruno Mattei, Strike de Enzo Castellari, 3-4 Turkish Rambo, il y en a pêle-mêle, et finalement Deadly Prey, donc Ultime Combat, contrairement à tous les autres, je pense qu'il a la recette parfaite. Pourquoi? Déjà l'acteur principal, Ted Prior, il se trimballe en espèce de short moulant jean les 2 tiers du film, espèce de montrer une espèce de masculinité à outrance, avec forcément les mulets d'époque. Il y a une inventivité dans les mises à mort qui sont assez grand guignolesques, et surtout grand guignolesques même. Chaque scène de ce film contient un élément assez débile, voire même involontairement comique, qui donne un cachet spécifique à ce film. On le remarque également, forcément, avec la VF. Merde! C'est le monde à l'envers, c'est lui qui nous chasse! Ferme ta gueule. Amenez-vous. Alors, pour le 3e, j'ai décidé de prendre Virus Cannibal de Bruno Mattei, sorti en 1980. Alors, déjà, avant de revenir sur le film, il faut revenir sur Bruno Mattei. Alors, Bruno Mattei, il est considéré comme l'un des pire réalisateur de l'histoire. C'est un mec doté d'une roublardise absolument putassière. Il a d'ailleurs
changé tellement de nom à travers ses différents films. D'ailleurs, Virus Cannibal, quand il est sorti, c'était pas marqué Bruno Mattei, c'était marqué Vincent Down. Mais il est également connu en vrac sous le nom de Michael Cardozo, Norman Down, David Graham, Pierre Leblanc, Jimmy Matthews, David Hunt, Frank Knox, Jordan B. Matthews, William Snyder. C'est un roublard. Il était à l'affût du moindre film à succès. Cinématographiquement, il repompait tout ce qu'il pouvait trouver. Que ça soit dans le scénario, que ça soit dans les idées de mise en scène, que ça soit même à la musique. On retrouve donc des extraits de musique totalement détournés. Il va piquer la musique de Goblin, hein, de Dawn of the Dead, sans bien évidemment donner les droits. Alors c'est quoi le tour de force de Virus Cannibal finalement? C'est qu'il arrive à transformer une forêt espagnole en une jungle équatoriale de Papouasie. On va prendre pêle-mêle par-ci par-là quelques acteurs qui pourraient jouer les autochtones et compagnie. Les zombies, ils sont absolument moches, ils sont gris, les costumes sont dégueulasses. Les CRS sont habillés en bleu de travail façon mécanicien de chez Noroto. Et finalement, on voit également aussi beaucoup de stock shots dans ce film. Et c'est là l'une des forces de Bruno Mattei, c'est comment relier ses films, comment relier ses scènes avec des stock shots. C'est extrêmement maladroit. Par exemple, dans ce film, on peut retrouver des stock shots d'écureuils ou d'espèces de biches, alors qu'en fait, l'histoire se déroule en Papouasie, quoi. Ce qui est fort avec ce film, c'est qu'il y a une absence de complexe, c'est des remakes à peine déguisés, et finalement le résultat est assez pitoyable et hilarant. Encore une fois, je vous le conseille bien évidemment de le voir en VF. Non, Santoro, pas lui. J'ai lui aussi. Quelle saloperie. Monstrueux. Un copain comme lui. Salaud, bande de salauds. Pour le quatrième, j'ai décidé de prendre un film bien français, et pas n'importe laquelle. La France, de Jacques Demy. Alors, Parking de Jacques Demy, donc sorti en 1985, c'est assez représentatif de comment un réal, un grand réal, derrière, peut facilement faire un nanar. Jacques Demy voulait longtemps refaire un film sur l'histoire d'Orphée. Dans cette histoire tragique, il a, à la base, voulu faire un film musical comme il sait si bien le faire. Il voulait faire même une coprode internationale et prendre notamment donc David Bowie pour le rôle d'Orphée. Malheureusement, Bowie n'était pas disponible et s'est concentré plus ou moins à revenir sur un projet un peu plus moindre, un peu plus, on va dire, français. Le premier nom qui est venu à sa liste, c'était donc Johnny Hallyday. Le projet ne s'est pas fait jusqu'au jour où Dominique Vignier sonne à la porte de Jacques Demy. Alors Dominique Vignier s'est dit « Non, ton film c'est génial, il faut absolument le faire. J'ai une idée, je peux produire quand même ton film, même s'il a moindre budget. On va réussir à avoir des préventes au Japon, car il connaissait du monde là-bas, il s'est dit on va prendre une actrice japonaise. » Et aussi, surtout, il avait l'acteur. Cet acteur, c'est Francis Huster. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Francis Huster, juste avant ce film, il sortait de 2 films de Zulewski. 2. Ce n'était plus le même homme après ça. Aurélie, ça suffit cette scène ridicule. Je suis là, tranquille, et tu m'agresses. Moi, je t'agresse? La petite histoire aussi là-dessus, c'est que Francis Huster a dit oui à ce projet, mais à une seule condition, c'est que lui-même chante. Ce qu'il faut savoir, c'est que Jacques Demy bossait beaucoup dans la post-production, et notamment, si on retrouve les anciens films de Jacques Demy, notamment Peau d'âne, Catherine Deneuve ne chante pas. Et, comment dire, Francis ne sait pas chanter. M'entends-tu? Je te cherche, tu te tais, Eurydice, mon amour, où es-tu? Il n'y a pas de budget aussi dans ce film, et ça se voit notamment de cette petite scène où Orphée, pour vouloir aller aux enfers, veut passer à travers un mur, et comment dire, Francis Huster s'est transformé en mousse. Et enfin, le dernier de ma liste, j'ai pris peut-être ce que je pourrais appeler peut-être l'un des boss finales du nanar, qui est un film pourtant récent, en matière de what the fuck, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, je suis en train de regarder quoi, je sais pas, mais enfin bref. Donc je parle de Alien Crystal Palace d'Ariel Dombal. C'est un pur Z
comme jamais la France n'a fait de film Z. Rien que par exemple l'introduction du film, on a donc une espèce de flic habillé en espèce de cuir lycra moulant avec une écriture gothique marquée police derrière. Il y a des scènes comme ça où c'est totalement invraisemblable. D'ailleurs le scénario, si je puis dire le scénario, qui peut être résumé en une phrase, donc c'est un scientifique qui décide de créer l'androgyne parfait en reliant l'homme et la femme, qui sont les âmes sœurs reliés pour cette situation-là. Bien évidemment, ça va modeler au-delà de ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour ma part, je l'ai vu en festival, au festival de Gérardmer, donc de janvier 2020. J'étais notamment avec Sébastien. On se regardait, on se disait mais qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Au bout de 10 minutes, on fait ok, génial, magnifique, très beau. Il y a quand même un élément qui est vraiment au-dessus, c'est Nicolas Kerr. Alors Nicolas Kerr, donc c'est le chanteur de Ponyhox. C'était aussi donc le producteur et le co-chanteur avec Ariel Dombal sur les précédents disques qu'ils ont fait ensemble. Alors Nicolas Kerr, il joue le personnage masculin principal, et enfin il joue, je sais pas s'il joue en fait, je ne pense pas. Nicolas est vraiment quelqu'un de cash. On est emporté par le Z qui ruisselle derrière le film, tellement ça en devient drôle, même si on sait que c'est Ariel Dombal derrière, en mode je m'en foutiste de la plèbe, je vais vous faire un film qui semble parler de l'art. D'ailleurs il y a une ligne de dialogue parfaite entre Nicolas Kerr et Ariel Dombal, où donc Nicolas Kerr rencontre Ariel Dombal pour la première fois, et il est un peu en mode je crois que je vous ai déjà vu dans l'astral. Je vous parle juste de quelques secondes de film, et c'est comme ça tout du long. Il suffit de voir le peu de séquences avec Jean-Pierre Léaud qui joue Horus entouré de femmes à poil, parce qu'ils l'ont sorti du formol comme ça. Voilà, donc c'était ma liste nanar que je vous conseille de voir vraiment, mais vraiment, juste, il faut être curieux, être cinéphile, ce n'est pas que voir du Kubrick, faut les voir quand même. Hein. Le cinéma en fait, finalement c'est ça. C'est quelqu'un qui veut raconter une histoire, et même s'il se loupe, même s'il se foire, il y a toujours quelque chose à retenir derrière. Donc je vous les conseille de voir, que vous soyez en famille, en coloc. En famille ça va être un peu chelou pour Alien Crystal Palace. Je vous le conseille de voir absolument tous ces films. D'autres vidéos sont en cours de route et seront également diffusées donc à travers la page de l'émission Grand Écran. Je vous remercie encore de les regarder, ça nous fait très plaisir. Et pour le coup, je vous souhaite un bon confinement. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, restez chez vous et à la prochaine. Tu as soif?